Il a vécu toute sa vie comme si le temps jouait en sa faveur. Propriétaire d'hôtels de luxe répartis dans toute l'Europe, respecté par l'élite française et redouté par ses concurrents, Alexandre Vallières avait tout, sauf ce qui compte réellement lorsqu'on reçoit une condamnation à mort avec une date précise. À 48 ans, Alexandre a découvert qu'il lui restait moins de 6 mois à vivre à cause d'une maladie rare, silencieuse et incurable. Et c'est à ce moment-là, entre le désespoir et la colère, qu'il a commis une erreur. Il a décidé de mourir en silence, seul, sans laisser de traces de ce qu'il avait été vraiment. Mais tout a changé lorsqu'il l'a rencontré. Ce que vous allez voir maintenant est une histoire réaliste, inattendue et profondément humaine, qui montre le pouvoir d'un cœur rempli de regrets. Une histoire pleine de rebondissements, de secrets enfouis, de haine entremêlée d'amour et d'un choix que personne ne devrait jamais avoir à faire, sauver la fille de son pire ennemi ou se sauver lui-même. Si vous croyez que personne ne croise notre route par hasard, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et commentez le mot « destin » ici en bas. Car après avoir entendu ce que cet homme a fait, vous comprendrez que le destin a des plans bien plus grands que ce que l'on peut imaginer. Alexandre marchait lentement dans l'aile la plus isolée de l'hôpital Saint-Louis, vêtu d'un costume sombre et de lunettes de soleil qui cachaient ses yeux rougis par la fatigue. Ses pas n'émettaient aucun bruit dans les couloirs silencieux, comme si même le sol savait qu'il était là pour dire adieu à sa propre vie. La médecin avait été claire. Le traitement expérimental coûtait des millions et n'offrait qu'une chance sur 1000. Mais pour lui, qui avait déjà tout acheté dans ce monde, cette chance semblait être une mauvaise plaisanterie. Ce que personne ne savait, c'est qu'il avait un plan. Alexandre Vallières allait tout donner, absolument tout, à une fondation anonyme, puis disparaître. Pas d'hommage, pas d'enterrement avec des fleurs, pas de testament lu dans une salle aux fenêtres de bois anciens. Il voulait l'oubli. C'était selon lui la seule façon de payer pour les choix qui le hantaient chaque nuit. Mais c'est en entrant dans l'aile pédiatrique de la clinique pour signer les papiers du don que le temps s'est figé. Debout près de la fenêtre, une petite fille aux yeux bleus l'observait avec une intensité déconcertante. Ses cheveux blonds étaient presque tous tombés à cause de la chimiothérapie, et pourtant il y avait de la beauté dans ce visage. Une beauté étrangement familière. Elle a souri, un sourire identique à celui de Clarisse, la femme qu'Alexandre avait aimée en silence pendant des années et qui était maintenant morte. Son cœur s'est emballé. Le sang a semblé quitter son visage. La fillette a couru vers lui et lui a demandé avec une douceur qui l'a brisé de l'intérieur « Est-ce que tu vas être mon ange gardien ?» À cet instant, Alexandre a su que plus rien n'était sous son contrôle. Alexandre ne pouvait plus bouger. Cet enfant, avec des yeux bleus identiques aux siens, venait de briser quelque chose en lui avec une seule phrase. Elle s'appelait Élise, 9 ans, hospitalisée depuis 2 mois. Diagnostic, leucémie à un stade avancé. Les médecins disaient qu'elle n'avait que quelques semaines à vivre sans une greffe urgente ou un traitement risqué, disponible uniquement hors de France. Quelque chose que sa famille ne pourrait jamais se permettre. Elle ne savait pas qui il était. Pour Élise, il n'était qu'un visiteur parmi d'autres. Et pourtant, elle lui tendit la main et serra la sienne comme s'ils étaient déjà amis. Alexandre sentit ses yeux se remplir de larmes pour la première fois depuis des décennies. « Tu ne ressembles pas à un ange », dit-elle en riant. « Mais peut-être que tu en es un. » Il voulut sourire, mais n'y parvint pas. Cette petite fille n'avait aucune idée que sa vie était liée à la sienne par un fil bien plus ancien et bien plus douloureux. Sur le dossier médical de l'enfant, le nom du père sauta aux yeux d'Alexandre comme un coup de poing dans le ventre. Léonard Dufort. Alexandre connaissait ce nom mieux qu'il ne l'aurait voulu. Léonard était l'homme qui lui avait volé son entreprise, sa confiance et, pire que tout, la femme qu'il avait aimée en silence, un traître, un ennemi, un cancer pire que celui qu'on pouvait diagnostiquer. Et maintenant, le destin le plaçait face à face avec la fille de cet homme, une enfant qui, ironiquement, portait sur son visage les traits de la seule femme qu'il n'avait jamais pu oublier. Alexandre sortit de l'aile pédiatrique en titubant.
Pour la première fois, il pensa à ne pas mourir, pas tout de suite. Du moins, pas avant de comprendre pourquoi cette petite fille lui ressemblait tant. 10 ans plus tôt, Alexandre Vallière n'était qu'un homme ambitieux, avec un talent inné pour transformer les ruines en empire. Il n'avait rien hérité. Il avait tout construit à la force du poignet, avec rigueur et une obsession presque surnaturelle pour anticiper les mouvements du marché. C'est ainsi qu'il rencontra Léonard Dufort, un entrepreneur plus âgé déjà établi qui vit en Alexandre une menace et en même temps une opportunité. Léonard lui tendit la main comme seuls les puissants savent le faire, en souriant avec les lèvres, mais en calculant avec les yeux. Ensemble, ils fondèrent une chaîne d'hôtels de luxe qui, en 2 ans, s'étendit de la France à la Suisse. Les journaux les surnommaient le duo imbattable. Ce que personne ne savait, c'est qu'il y avait une troisième personne dans cette équation. Clarisse Dufort, l'épouse de Léonard. Une femme douce, cultivée, au regard triste et au sourire timide. Alexandre tomba amoureux d'elle dès le premier regard. Pas parce qu'elle était belle, même si elle l'était, mais parce que Clarisse portait dans les yeux la même douleur que lui, celle de vivre aux côtés de quelqu'un qui ne vous voit pas. Ils se rapprochèrent discrètement, entre réunions, soirées mondaines et regards silencieux. Ils ne se touchèrent jamais, ne franchirent jamais la ligne, mais il suffisait qu'ils soient ensemble pour que le monde paraisse plus supportable. Jusqu'au jour où Clarisse se présenta chez Alexandre, désespérée, en larmes, le visage marqué par une gifle. Elle lui dit que Léonard avait découvert qu'elle comptait le quitter, et que par peur, elle devait s'éloigner quelques jours, se protéger. Alexandre l'accueillit sans hésiter, et ce fut cette nuit-là, dans le silence de l'appartement ouvert sur la tour Eiffel, que tout se passa. Une seule nuit, un seul baiser qui se termina par un amour longtemps contenu, enfin libéré. Après cela, Clarisse disparut. Alexandre ne la revit jamais. Et 2 mois plus tard, Léonard mit fin à leur partenariat, volant tous les contrats en s'appuyant sur des clauses cachées qu'Alexandre n'avait pas lues. Le coup fut dévastateur. Mais la douleur la plus grande arriva bien après, lorsqu'il apprit que Clarisse était morte dans un accident de voiture, sans laisser de traces. Pas de lettres, aucune explication, juste le silence. Maintenant, face à cette fillette à l'hôpital, avec les mêmes yeux que Clarisse, Alexandre sentait une suspicion terrible l'envahir. Et si Clarisse n'était pas morte seule? Et si cette fille était la sienne? Alexandre passa les jours suivants dans un état second. Il ne dormait pas, ne mangeait pas. Il ne faisait que revoir, encore et encore, le sourire de la fillette et la dernière nuit passée avec Clarisse. Les dates concordaient. Si elle était tombée enceinte à ce moment-là, Élise pouvait bien être sa fille. Le problème, c'est que si cela était vrai, alors Léonard n'était pas seulement un traître, il était un monstre qui lui avait volé la chance d'être père. Il avait besoin de preuves. Il décida de faire appel à Mathilde, une vieille amie et détective privée qui avait déjà travaillé avec lui sur des scandales corporatifs. Elle était rapide, précise et discrète. « J'ai besoin que tu découvres tout sur Élise Dufort, sa mère, son père, les dossiers médicaux, les antécédents scolaires, tout ce qui pourrait paraître étrange. » Mathilde trouva étrange le ton tendu d'Alexandre, mais ne posa aucune question. En 48 heures, elle revint avec les premières informations. Le nom de la mère d'Élise était bien Clarisse Dufort, décédée il y a 9 ans. Aucune surprise, mais ce qui suivit était troublant. Aucun certificat de naissance n'existait dans l'hôpital où elle aurait soi-disant accouché. Pire encore, aucun test génétique, aucun nom de sage-femme, même pas une seule photo de Clarisse enceinte dans les derniers mois de sa vie. C'était comme si la grossesse avait été dissimulée. Alexandre sentit son cœur s'accélérer. C'était la preuve qu'il cherchait. Léonard avait caché l'existence de l'enfant. Il avait éloigné Clarisse, effacé toute trace, élevé la petite comme sienne. Tout cela pour anéantir ce qu'il restait d'humanité en Alexandre. Mais ce que Léonard n'avait jamais prévu, c'est que, à la fin de sa vie, Alexandre aurait droit à une seconde chance. Une chance de sauver cet enfant. Une chance d'être père, même si cela devait lui coûter la vie. Alexandre retourna à l'hôpital avec un plan en tête, mais le cœur en miettes.
Il ne voulait pas effrayer Élise, ni la troubler. Juste être présent à ses côtés était déjà plus que ce qu'il aurait jamais imaginé. Il s'assit près d'elle sans dire un mot. Ils restèrent là, à regarder par la fenêtre, observant Paris continuer à vivre dehors, comme si le temps ignorait qu'une enfant luttait pour vivre et qu'un homme apprenait à aimer trop tard. Elle tourna la tête et demanda « Pourquoi tu es revenu ?» Il mit du temps à répondre, puis dit simplement « Parce que tu me rappelles quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. » Élise sourit, sans mesurer la profondeur de ses mots. « Alors, je peux t'appeler mon ami secret ?» Alexandre lui rendit son sourire. Cette petite fille n'avait aucune idée qu'elle le sauvait d'un vide sans retour. Cet après-midi-là, il autorisa discrètement un prélèvement d'ADN à partir d'un cheveu oublié sur l'oreiller d'Élise. Il ne pouvait plus vivre dans le doute. Quelques heures plus tard, dans le silence de sa voiture, Alexandre reçut l'appel de Mathilde. Sa voix tremblait. « Alexandre, le test est formel. La petite est ta fille. » Le monde s'arrêta. Son cœur battait si fort que sa poitrine lui faisait mal. Il était père, et sa fille était en train de mourir. Il savait désormais exactement ce qu'il devait faire, et il savait aussi que personne ne pourrait l'en empêcher. Si cette histoire résonne en vous, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, car ce qui vient ensuite va vous bouleverser plus que vous ne l'imaginez. Commentez le mot « vérité » si vous croyez, vous aussi, que le véritable amour trouve toujours un chemin, même à la fin. La rencontre eut lieu dans le salon de marbre de l'hôtel Régent Montparnasse, l'un des établissements les plus luxueux de Paris. Ironiquement, un projet qu'Alexandre et Léonard avaient imaginé ensemble, 10 ans plus tôt. Aujourd'hui, Léonard n'était qu'un invité, Alexandre, le propriétaire. Mais la différence de pouvoir n'était rien comparée à la douleur qu'ils portaient chacun en eux. Léonard arriva avec son éternelle prestance, froid, élégant, calculateur. Mais lorsque leurs regards se croisèrent, Alexandre sut. Léonard savait. Il avait toujours su, et il avait gardé ce secret comme un trophée. « Pourquoi tu as fait ça ?» demanda Alexandre, d'une voix basse mais tranchante. « Pourquoi m'avoir volé toute ma vie, jusqu'à ma propre fille ?» Léonard inclina légèrement la tête, comme s'il réfléchissait avant de frapper. « Parce que tu étais meilleur que moi, parce que Clarisse t'aimait, et parce que la perdre à cause de toi m'a donné envie de détruire tout ce que tu avais. » La réponse trancha comme une lame. Alexandre sentit l'air lui manquer. « Tu l'as tué !» Léonard ne répondit pas. Il fixa simplement le vide. C'était la confirmation la plus cruelle et silencieuse qu'on puisse donner. « Et maintenant, » continua Alexandre, les yeux embués, « la seule chose qu'il reste d'elle est en train de mourir. Et moi, j'ai une chance de la sauver. Mais pour ça, je dois renoncer au peu de temps qu'il me reste. » Léonard recula d'un pas. Pour la première fois, son masque tomba. Il semblait plus petit, fragile. « Tu ferais ça, même si elle ne saura jamais qui tu étais ?» Alexandre n'hésita pas. « Elle n'a pas besoin de me connaître. Il suffit qu'elle vive. » Léonard tenta de retenir ses larmes, mais échoua. Le poids de ses fautes l'écrasait. Ce soir-là, deux hommes qui avaient été frères en ambition, puis ennemis en silence, se retrouvèrent face à quelque chose de plus grand que l'orgueil, la colère ou la vengeance, la vérité. Et parfois, la vérité exige des sacrifices impossibles. Le silence dans la salle d'examen de l'Institut Pasteur était presque sacré. L'équipe médicale expliquait à Alexandre tous les risques de la procédure, un traitement expérimental qui pouvait prolonger sa vie de quelques mois, peut-être un an. Mais il existait un autre usage du même protocole, une adaptation génétique pouvant être transférée à Élise, lui offrant une chance de guérison. Le problème, le corps d'Alexandre ne survivrait pas au don, ce serait fatal. Vous comprenez ce que cela implique ? Demanda la docteure, sérieuse, mais bouleversée. C'est irréversible. Alexandre hocha simplement la tête. Il le savait déjà. Depuis le premier regard échangé avec Élise, il savait. Ce qu'il ne savait pas, c'était comment lui dire adieu. Le lendemain, il retourna à l'hôpital avec un cadeau simple. Un vieux livre de contes français, aux pages jaunies par le temps et couvert de notes dans les marges. C'était le même exemplaire que Clarisse lisait à voix haute autrefois, lorsque le monde autour d'eux s'effondrait. Il remit le livre aux mains fragiles d'Élise, qui le reçut avec des étoiles dans les yeux. « Tu vas me le lire ?»
demanda-t-elle, pleine d'enthousiasme. Pas aujourd'hui, répondit Alexandre, retenant sa voix tremblante. Mais j'ai laissé une surprise dans le livre, un mot dans chaque chapitre. À chaque fois que tu en liras un, tu en sauras un peu plus sur moi. Elle sourit et serra le livre contre son cœur comme un trésor. Alexandre quitta la chambre d'un pas ferme, mais l'âme en ruine. Le même après-midi, il signa les papiers de la procédure. Et dans une dernière lettre confiée à Mathilde, il écrivit « Si je dois partir, que ce soit pour qu'elle puisse rester, que mon absence soit un pont, pas une blessure, qu'elle vive, qu'elle rêve, qu'elle n'ait jamais à savoir ce que sa vie a coûté. Cela suffira pour me sauver. » Le matin de l'intervention, Paris était couverte d'une fine brume, comme si même le ciel comprenait ce qui allait se passer. Alexandre arriva à l'hôpital en silence, escorté par une équipe médicale déjà informée de sa décision. Ses pas ne portaient pas la peur, mais une certitude. Il était prêt. Alors qu'il se préparait à entrer dans la salle d'opération, il demanda une seule chose, que la musique préférée de Clarisse soit diffusée en fond. Un extrait de Debussy, doux, mélancolique, comme un adieu chuchoté au vent. Allongé sur la table, les yeux fixés au plafond blanc, Alexandre ne pensait ni à la douleur, ni à la faim. Il pensait à Élise riant, courant, vivant. De l'autre côté de l'hôpital, l'équipe médicale se préparait à initier la greffe expérimentale. La compatibilité génétique entre eux avait été confirmée. C'était risqué, mais c'était la seule véritable chance de survie pour la fillette. Léonard, sous le choc, restait silencieux dans un coin, incapable de regarder sa fille dans les yeux. Quand les signes vitaux d'Alexandre commencèrent à baisser, la médecin lui serra doucement la main. « Vous êtes sûr de vous ?» Il sourit, les larmes aux yeux. « Elle va vivre, et c'est tout ce qui compte. » Ce furent ses derniers mots. Le moniteur émit un bip discret. Le cœur d'Alexandre s'arrêta. Mais, au même instant, dans la salle voisine, celui d'Élise se mit à battre plus fort. La réponse au traitement fut immédiate. Contre toute attente, son organisme réagit. Les cellules commencèrent à se régénérer. Le miracle avait commencé. Non grâce au progrès de la médecine, mais grâce au don d'un homme qui avait choisi d'aimer, même sans être reconnu. Les jours qui suivirent furent miraculeux. Le corps fragile d'Élise, jadis épuisé par la chimiothérapie, répondait maintenant avec vigueur à chaque goutte du nouveau traitement. Les médecins n'avaient pas d'explication. La seule certitude, quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Léonard, silencieux, observait tout à distance. Trop honteux pour s'approcher de sa fille, trop coupable pour affronter la vérité. Ce n'est qu'une semaine plus tard qu'Élise ouvrit le livre qu'Alexandre lui avait offert. Entre les pages des vieux contes, elle trouva le premier billet, chapitre 1. Parfois, les anges n'ont pas d'ailes. Ils ont des yeux qui brillent comme les tiens et un cœur assez fort pour changer le monde en silence. Elle sourit et voulut lire la suite. Dans le deuxième chapitre, chapitre 2. Le véritable amour est celui qui n'a pas besoin d'être vu. Il suffit de savoir qu'il existe et on se sent déjà protégé. Puis le troisième, chapitre 3. Je t'ai vu avant même de savoir que tu étais à moi, et il a suffi d'un regard pour que je me souvienne du meilleur de moi. À chaque message, Élise se sentait plus proche de son ami secret. Elle commença à lui écrire des lettres sans savoir s'il les lirait un jour. Dans l'une d'elles, elle écrivit « Cher ami, aujourd'hui je me sens plus forte. J'ai l'impression que tu es avec moi. Je ne sais pas qui tu es, mais je sens ta présence, comme si tu faisais partie de moi. Merci de m'avoir vu, quand moi-même je ne me voyais plus. Avec tout mon amour, Élise. » Léonard, lisant cette lettre en cachette derrière la porte, s'effondra, car tout ce qu'il avait détruit, Alexandre l'avait reconstruit par le dernier geste de sa vie. À cet instant, Léonard comprit que son histoire devait, elle aussi, changer. Léonard mit du temps à trouver le courage, mais il savait qu'il ne pouvait pas emporter ce silence dans la tombe. La vie lui avait offert bien plus qu'il ne méritait. Une fille vivante, une seconde chance. Et il était temps d'honorer celui qui avait réellement sauvé Élise. Il rassembla des journalistes, des médecins, des proches de la famille et organisa une conférence de presse discrète dans un salon modeste de l'un des hôtels d'Alexandre.
Pour la première fois depuis des années, il ne parlerait pas en tant qu'homme d'affaires, il parlerait en tant qu'homme. Ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas facile, et peut-être que je ne serai jamais pardonné. Mais le monde doit savoir qui était Alexandre Vallière. La salle devint silencieuse. Il était plus qu'un associé, plus qu'un rival. Alexandre était le véritable père de ma fille. Et même si elle ne le savait pas, il a donné sa vie pour qu'elle puisse vivre. Parce qu'il aimait, parce qu'il savait pardonner, parce qu'il était plus homme que je ne le serai jamais. L'émotion fut immédiate. La presse resta sans voix. Les médecins confirmèrent les dossiers. Et ce jour-là, Élise entendit pour la première fois le nom d'Alexandre prononcé en public. Léonard lui remit la dernière lettre, laissée par Mathilde. « Ma petite, j'ai été à tes côtés depuis le jour où tu m'as souri. Et même si le monde ne le saura jamais, j'ai été ton père en secret, entièrement. Et si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que mon amour pour toi a vaincu le temps, la douleur et même la mort. Un jour, peut-être tu comprendras. Mais si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Parce que t'aimer, même en silence, valait déjà toute une vie. Ton ami secret, Élise pleura en silence. Puis elle sourit. Alors, c'était vraiment mon ange. Léonard l'a pris dans ses bras comme jamais auparavant. Et dans cette étreinte, il y avait de la douleur, mais aussi de la guérison. Alexandre était parti, mais il avait laissé un héritage éternel. 5 ans ont passé depuis ce dernier adieu silencieux. Aujourd'hui, Élise a 14 ans et est devenue un symbole d'espoir dans toute la France. Dans chaque interview, dans chaque conférence, elle ne parle pas de sa guérison avec orgueil, mais avec gratitude. Son projet social, appelé « Amis secrets », a déjà aidé des centaines d'enfants à trouver un soutien émotionnel dans leur combat contre le cancer. Mais le plus touchant se trouve dans un mémorial discret au centre de Paris, sur les rives de la Seine. Une statue en bronze d'un homme assis sur un banc, un livre ouvert dans les mains. Gravé à sa base, une simple phrase. Parfois, le plus grand amour du monde est celui qui choisit de rester invisible. Léonard consacre désormais sa vie à la fondation d'Élise. Et malgré le passé qu'il porte sur ses épaules, il a trouvé dans sa mission d'honorer Alexandre une forme de rédemption. Il n'a jamais essayé d'effacer ses fautes, mais il a appris à ne plus les reproduire. Élise visite le mémorial chaque dimanche. Elle s'assoit à côté de la statue, lit des passages du vieux livre de contes et y dépose une fleur. Dans le dernier billet qu'elle garde précieusement, Alexandre avait écrit « Si un jour tu croises quelqu'un qui a besoin d'amour, offre-le, même si tu ne sais pas qui il est, même s'il ne revient jamais, parce que l'amour revient toujours et transforme tout. » Et c'est pour cela que cette histoire doit être racontée, parce que le monde a besoin de se rappeler qu'il existe encore des gens qui aiment vraiment, qui pardonnent, qui choisissent de donner, même lorsqu'ils n'ont plus rien. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et écrivez le mot « amour » en commentaire pour que l'héritage d'Alexandre continue de vivre, de toucher des cœurs, d'atteindre des âmes et de rappeler au monde que le véritable amour existe.